dernier état est le phénomène, l'abîme qui sépare quelque chose du néant. Et alors il ajoute qu'il en va de même pour le moment de l'interruption. Donc il y a d'abord quelque chose d'audacieux, qui est peut-être difficile à comprendre, qui est toute l'énigme de l'origine. Voilà. Il y a surgissement et donc d'une discontinuité, un abîme qui sépare le néant, ou quelque chose qui évidemment qui existe préalablement, et le quelque chose. Donc l'abîme qui sépare le quelque chose du néant. Voilà, que j'ai comme c'est mon habitude, évidemment, je mets entre parenthèses les citations allemandes. Das etwas vom Nichts trennt. Et donc, ce qu'il dit ici du devenir organique et vivant s'applique aussi manifestement à la langue. Voilà. Il n'y a pas donc ça complète, ça éclaire la phrase précédente. Alors je vous ai mis aussi sur le papier, mais ça je pense que je vais sauter, je n'ai pas, ce serait trop long, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps. Humboldt, donc confronté au fond à quelque chose comme cette énigme, d'où viennent les langues, viennent-ils des hommes? Est-ce que c'est une invention de l'homme? Alors on pourrait dire oui, bien sûr. D'ailleurs, il lui arrive de dire les langues surviennent dans la bouche des nations. Et quand il dit nation, chez Humboldt, nation, bon, c'est pas un concept politique, c'est la communauté linguistique, une communauté qui parle telle ou telle langue. Donc, bon, d'un côté, les langues sont portées ou apparaissent dans la bouche des nations, mais peut-on dire pour autant que ce soit une invention de l'homme? Et là, je m'en suis rendu compte, donc il n'exclut pas quelque chose comme une origine divine, ou en tout cas un don de la divinité. Voilà. Les langues ne sont ni sa découverte, ni son invention, mais un don de la divinité. Voilà. Donc là, je suis assez surpris, mais enfin, en tout cas, je note donc cette idée ou cette intuition. Alors, là, j'en viens aussi à un texte qui est un très beau texte donc, auquel je faisais allusion, écrit en français, Essai sur les langues du nouveau continent, où je constate que Humboldt est quelqu'un qui n'a pas toujours une position figée, en tout cas qui hésite, puisqu'il nous a dit il n'y a pas, en gros, nous ne pouvons pas surprendre le devenir, le moment de l'origine. Hein, donc ça c'était la phrase que j'avais repérée auparavant. Donc on n'a surpris aucune langue dans le devenir de ses formes. Hein, donc moi je dirais dans mon propre vocabulaire, on n'assiste pas à l'origine. Voilà. L'origine a lieu, mais il n'y a pas de il serait erroné de penser qu'on peut même en penser assister, reconstituer, retrouver cette immédiateté première. L'origine, je dirais, a lieu comme quelque chose qui a déjà lieu. Et donc voilà, donc il avait indiqué cette direction-là, mais tout de même, parfois, on dirait qu'il a une sorte de nostalgie tout de même de la possibilité d'être plus près de l'origine. Et évoquant les langues américaines, c'est ce qu'il dit. Les langues subissent continuellement des changements, ils se perdent des chaînons dans la série de leurs variations. Séparés par un intervalle immense de l'origine des langues, nous ne pouvons que rarement retracer avec exactitude les rapports délicats dont l'observation leur a fait allier certains sons à certains objets, etc. Et donc, tout à coup, il dit peut-être que tout de même,
l'Amérique, le nouveau continent, ces langues que nous découvrons, nous feront peut-être aller un peu plus nous rapprocher un peu du mystère de la formation des langues. Voilà. Elle est probablement encore un vaste atelier où de nouveaux idiomes se forgent et se transforment successivement. Alors, il dit, même il évoque les langues romanes, l'apparition des langues romanes à partir du latin, le passage même de la grecque et latine aux langues modernes ne nous est que bien imparfaitement connu. Donc il a l'air de supposer que tout de même il nous manque des informations que nous pourrions donc pallier ce manque en allant y voir de plus près. Ce qui me surprend. Mais en même temps, il y a d'autres passages, précisément sur tout un développement sur les langues romanes, où il dit les langues romanes, on en connaît bien l'histoire, elles apparaissent à partir du latin, donc on pourrait penser qu'il y a un enchaînement continu, mais dit-il non, parce qu'il y a quelque chose comme un germe nouveau. À un certain moment, il y a il appelle ça germe, il y a surgissement d'une forme intérieure nouvelle et qui fait que chaque langue romane a sa singularité et n'est pas simplement donc le prolongement selon un enchaînement continu de la langue latine. Donc voilà, là je constate que Humboldt hésite en quelque sorte entre une conception disons plus classique, plus traditionnelle, donc de considérer que voilà, on pourrait tout de même se rapprocher de l'origine, et d'une conception plus radicale. Alors, dans le même texte, et ça je trouve que c'est un très beau développement, le même texte, donc Essai sur les langues du nouveau continent, où j'ai constaté qu'il y avait il y a deux textes qu'il a écrits presque au même moment, un texte écrit en allemand, donc qui est Ankündigung einer Schrift, et voilà, donc j'ai fait une citation, je l'ai traduite moi-même, et l'essai sur les langues du nouveau continent, où il aborde alors ce qui était un des points que j'avais annoncé, c'est-à-dire ce que je disais, une des modalités de l'origine ou de l'originaire, le fait d'apprendre à parler. Donc je vous lis les deux passages, donc, ce qui montre bien qu'il y a tout un... Je trouve que c'est très stimulant intellectuellement, philosophiquement, de voir une pensée qui chemine et une pensée qui s'exprime en allemand, en français, donc ça permet aussi de faire tout un travail de comparaison, de compréhension. Donc là, ma traduction du texte allemand. En un vrai miracle inexplicable, la langue jaillit de la bouche d'une nation, et en un miracle non moins étonnant, bien qu'il se répète quotidiennement parmi nous, tout en passant presque inaperçu, elle jaillit du babillage de chaque enfant. Texte parallèle, mais lui écrit en français. Toutes ces circonstances ensemble opèrent le prodige de l'origine des langues. Voilà, c'était ça la formule que j'avais montée en épingle comme titre de mon intervention. Toutes ces circonstances ensemble opèrent le prodige de l'origine des langues, qui ne peut jamais être expliqué, mais qui, en quelque façon, se reproduit journellement sous nos yeux. Oui, c'est pas nous, c'est sous nos yeux, bien entendu. Car tous ceux qui observent attentivement les enfants conviendront que leur manière d'imiter les sons de ceux qui les environnent est moins une manière de l'apprendre que de la deviner et de la recréer. Donc il y a de nouveau, voilà, ce miracle, ce qu'on pouvait, qu'on avait des difficultés à trouver dans l'histoire des langues, d'où viennent les langues, l'origine des langues, peut-être que ce miracle, nous l'avons sous les yeux, en quelque sorte, lorsque l'enfant commence à parler. Ceci dit, on peut à ce moment-là aller encore plus loin et se dire, oui, est-ce que
est-ce que pour autant nous saisissons, nous assistons à cette origine? Ben non, il y a quelque chose qui se produit, hein, mais qui nous reste en partie énigmatique. L'enfant comprend, tout à coup il entre dans la langue. D'ailleurs, j'en profite pour dire que de ce point de vue-là, Merleau-Ponty, que j'ai aussi beaucoup lu, est très proche de Humboldt. Il y a des développements magnifiques de Merleau-Ponty sur l'apprentissage de la langue. Et où, donc, à certains moments, Merleau-Ponty dit même, c'est comme si la langue s'ouvrait de l'intérieur. Comment est-ce que ça peut se passer, qu'on puisse accéder à ce qui est aussi, d'une certaine façon, fermé. Donc, nous avons cette possibilité quasiment d'assister à ce miracle. Il se passe devant nous, sous nos yeux, mais est-ce que ça cesse pour autant d'être énigmatique? Je ne le crois pas. Et Humboldt lui-même écrit une phrase que j'ai relevée, qui n'est pas dans mes citations. Il y a évidemment, même dans l'apprentissage, et beaucoup plus dans la formation des langues, quelque chose qui échappe au raisonnement, même à l'observation, et dont il est impossible de rendre compte. Alors, voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Alors, en guise de conclusion, encore une autre perspective que j'ai un petit peu annoncée aussi, ben, il y a la parole. Hein, je pense que l'origine, ce moment originaire, je pense qu'il est inhérent au langage, donc ne se réitère pas seulement devant nous quand l'enfant se met à parler, quand le babil devient langage, il se réitère en nous. Chaque fois que nous parlons, et quasiment en chaque acte de parole, en tout cas dans certains actes de parole. Et j'ai envie de dire, lorsque Humboldt lui-même écrit, parle, ou lorsque moi-même je suis en train de vous parler de tout cela, d'articuler quelque chose, et que nous allons passer à une conversation, un dialogue, à mon sens, il y a aussi quelque chose d'originaire, voilà, un moment de quelque chose qui recommence, le langage recommence de cette façon-là. Voilà, et je m'arrêterai ici. Merci. Bon, merci beaucoup à Jacques Lévite. Et est-ce qu'il y a des questions, des remarques Juste le livre de Merleau-Ponty, c'est plutôt la phénoménologie de la perception ou le visible et l'audible, ou les deux? Alors, je pense que pour lire donc, tout ce que Merleau-Ponty a écrit sur le langage, il y a l'approche du monde. Il y a ces cours là, il y a quelqu'un qui est présent ici, qui a écrit sur Merleau-Ponty, qui est mon ami Yves Thierry, qui peut certainement l'expliquer. Enfin, dans mes souvenirs, c'est principalement donc l'approche du monde et alors aussi des cours. Enfin, s'il y a quelque chose, plus alors dans le signe de Merleau-Ponty, il y a un très long article dont j'ai oublié le titre, enfin, qui est consacré. La voix du silence, le langage indirect. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça c'est. Et il y a aussi les cours à la Sorbonne. Il y a les cours à la Sorbonne. Ils sont publiés maintenant? À peu près tout est publié. Et donc, c'est intéressant, donc j'en profite, enfin, c'est votre question qui me relance un petit peu. J'ai donc une grande admiration pour Merleau-Ponty. Je pense qu'il y a alors des convergences, si vous voulez, avec la pensée de Humboldt, qu'il ne connaissait pas, et pourtant, il y a, je pense, un intermédiaire, et pas n'importe quel intermédiaire, ça a été Cassirer. Voilà, Ernst Cassirer. Moi, je dirais que je suis sur l'intermédiaire de Merleau-Ponty par Humboldt. Mais là, alors là, c'est une discussion. Oui, Moi, oui. il me semble que précisément, mon intérêt soutenu pour Humboldt, c'est que c'est autre chose que le psychostructuralisme. On en avait déjà discuté un peu. On en avait déjà parlé. Voilà. Donc, j'en termine tout de même pour dire, je pense qu'il faut rendre hommage à Cassirer, qui est quelqu'un qui a
donc le livre sur les formes symboliques, il y a de longs développements sur Humboldt, il y a un article. Donc Cassirer est un de ceux qui ont en quelque sorte redécouvert Humboldt dans les années 20. Et je pense, et Merleau-Ponty avait beaucoup lu Cassirer, je pense qu'il y a des... il a eu un peu un aperçu, je dirais, de la pensée de Humboldt voilà, à travers Cassirer. Mais c'est une pure hypothèse d'interprétation. On connaît un peu Humboldt par Gadamer, par exemple, qui était lu en France dans les années 60. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'ai pas cité Gadamer, naturellement, oui. Dans Vérité et méthode. Dans Vérité et méthode, toute la partie sur le langage est, enfin, je me souviens plus dans le détail, mais enfin, évidemment, il est proche de Humboldt, comme voilà. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Enfin, Gadamer n'est pas donc quelqu'un qui a été, bon, il a écrit Vérité et méthode en 60, donc ça. Nous parlions de Merleau-Ponty, donc ça n'a pas été un médiateur possible pour Merleau-Ponty, si vous voulez. Il y a Marie. Je voulais vous demander ce que Humboldt, disons comment on peut le placer dans la constellation des auteurs allemands de la fin du XVIIIe siècle, comme Herder par exemple. Comment il s'est situé par rapport à lui, ce qu'il avait pensé avoir repris. C'est la première question. Je donne cet exemple de Herder parce que c'est le seul que je peux citer maintenant. Et puis, deuxièmement, comment est-ce qu'il apercevait, s'il l'apercevait, et traitait la contradiction qu'il y a entre dire que, à comprendre l'importance des langues dans cette espèce de fabrication de monde et de fabrication de la société, et la philosophie kantienne, qui ne répercute absolument pas dans ses montages principaux cet élément-là, et au contraire même. Oui, merci. Mais ça va me permettre de rebondir, comme on dit, hein, donc des choses que je n'ai pas dites. Je vais vous dire, peut-être, commencer par une sorte de formule didactique un peu simplificatrice, mais je trouve quand même juste. 3 noms de la pensée allemande qui, je pense, convergent, enfin, je ne sais pas s'ils convergent, Herder, Kant et Leibniz. Voilà. Donc voilà. Alors je ne sais plus très bien s'il commente Herder sur l'origine des langues. Enfin, tout de même, je pense que celui qui a été à l'origine de l'idée que l'intérêt pour